En fait, on va passer actuellement à une autre chose. Les Émirats arabes unis vont se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, menée par Riyad et de l'alliance OPEP+. Comptant aussi la Russie à partir du 1er mai selon l'agence de presse émirati. Bien sûr, cette décision aura plein de répercussions. Tout de suite, nous allons voir plus de détails dans ce commentaire et puis on revient pour plus d'explications. L'agence de presse émirati a annoncé que les Émirats arabes unis vont se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, menée par Riyad et de l'alliance OPEP+, comptant aussi la Russie à partir du 1er mai. L'agence WAM a expliqué que cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Émirats, ainsi que l'évolution de leur profil énergétique, notamment l'accélération des investissements dans la production d'énergie nationale. Les Émirats qui ont rejoint le cartel en 1967 ont apporté des contributions importantes et consenti des sacrifices encore plus grands dans l'intérêt de tous. Après le départ du Qatar en 2019, puis de l'Équateur et de l'Angola, l'annonce d'Abu Dhabi crée la surprise même si la monarchie désireuse de produire plus pour engranger plus de recettes avait fait entendre une voix dissonante au sein du groupe ces dernières années. Les Émirats figurent parmi les pays les plus touchés par les attaques menées par l'Iran dans le Golfe, en représailles à l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février contre l'Iran. Le conflit a provoqué une quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du brut mondial, faisant flamber le cours. Compte tenu des restrictions actuelles dans le détroit, les Émirats arabes unis ne veulent plus être soumis à des quotas une fois que la situation sera survenue à la normale, selon une source proche du ministère de l'Énergie. Fondée en 1960, l'OPEP qui réunit actuellement dans l'attente du départ émirati 12 membres sous la houlette de Riyad, a noué en 2016 une alliance avec 10 autres pays, dont Moscou, sous la forme d'un accord appelé OPEP+, dans l'optique de limiter l'offre et de soutenir le cours face aux défis posés par la concurrence américaine. Avant le conflit au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis figuraient au 4e rang des 22 producteurs de l'Alliance, derrière l'Arabie saoudite, la Russie et l'Irak, avec environ 3,5 millions de barils par jour. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir au téléphone Monsieur Nagui Victor, qui est professeur d'économie. Bonsoir, monsieur. Monsieur Victor, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Alors, Monsieur Victor, on parle en fait du fait que les Émirats arabes unis ont quitté l'organisation à partir du 1er mai, vont quitter l'OPEP et l'OPEP+. Tout d'abord, pourquoi, selon vous, les Émirats arabes unis ont pris cette décision? Oui. Avant de répondre à cette question, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je connais quelqu'un actuellement qui est en train de se frotter les mains et de rigoler à haute voix. C'est M. Trump. Puisque M. Trump avait traité le groupe de l'OPEP, il les a traités de voleurs qui volent les autres pays. Donc, voir que des membres se détachent de ce groupe, ça ne peut que lui faire plaisir. Oui, mais pourquoi les Émirats arabes unis ont quitté l'organisation, monsieur? Les Émirats arabes unis ont quitté l'organisation pour plusieurs raisons. La première raison, avant la guerre, les Émirats arabes unis avaient investi beaucoup dans ces puits de pétrole, les moderniser, les améliorer, et ils ont fait beaucoup d'améliorations dans leur système. Or, avec la guerre, tout est parti dans l'air et ils n'ont pas pu profiter de leurs investissements d'un côté. D'un autre côté, les Émirats peuvent produire 5 millions de barils par jour. Or, le quota qui lui est donné par les membres de l'OPEP, c'est 4 500 000 barils. Donc, il y a 500 000 barils tous les mois
ils ne savent pas où partir. Ça d'un côté. D'un autre côté, l'Émirat se sent libre actuellement et il n'est pas soumis à des pressions ni à des prix fixes qu'il doit suivre, ni à un quota qu'il doit produire. Il se sent libre et il voudrait travailler sur l'énergie nationale. Après cette guerre, le monde changera. Après cette guerre, les pays du Golfe qui ont reçu pas mal de frappes prendront, moi je ne sais pas, 1 an ou 2 pour rétablir leurs installations et leurs raffineries. Ce qui fait qu'il y aura une grande concurrence entre les pays pour vendre leur pétrole, puisque le marché international a soif de 10 millions de barils par jour. Donc si jamais la guerre se termine, le marché est ouvert et très grand. Dans ce cas-là, les Émirats arabes unis pourront fixer eux-mêmes le prix de leur pétrole et pourraient avoir des contrats directs avec les autres pays sans être soumis aux conditions de l'OPEP. Oui. Il ne faut pas oublier que le Qatar, madame, a fait la même chose en 2016. Alors exactement, monsieur Victor, en fait, est-ce que cette décision est une surprise pour les marchés internationaux ou c'est plutôt le timing qui est un peu critique? Écoutez, madame, c'est mauvais de dire ça, mais c'est intéressant pour le marché. Parce qu'il n'y aura plus de prix imposés par l'OPEP et que les gens doivent suivre et acheter avec les Émirats arabes unis. Sûrement, plus la concurrence, et vont essayer de baisser leur prix pour essayer de vendre le maximum de leur pétrole, sans se lier à des quotas imposés par l'OPEP. Donc, je dirais que c'est intéressant pour le monde, surtout que les Émirats sont le 2e pays au monde qui ont la plus grande réserve de pétrole dans la Terre. Donc c'est très intéressant pour le monde entier. C'est très intéressant, monsieur. Vous voulez dire que cette décision aura des impacts positifs sur le marché? Absolument. Absolument, madame. Oui, mais quand même, cette annonce avait provoqué une forte volatilité. Est-ce que c'est provisoire, selon vous? Est-ce que ça ne va pas continuer? C'est sûr que c'est provisoire, parce que ça fait 4 millions 500 000 barils qui sont sortis du marché. Ils se sont mis à l'écart. Donc ça a produit une volatilité, mais c'est temporaire. Et les choses vont se tasser. Et quand les Émirats seront libres de vendre leur pétrole au prix que eux voient normal, rentable pour eux, vous allez voir, les prix mondiaux vont baisser puisqu'il y aura une concurrence incroyable entre la Russie, entre l'OPEP, entre le Nigeria, entre l'Algérie et ainsi de suite. Est-ce que cette décision, monsieur Victor, va affaiblir l'OPEP? Pas tellement, madame, parce que l'OPEP ne sont pas 3 ou 4 pays, ce sont quand même une 12aine de pays. Donc s'il y a 2 en moins, reste quand même 10 autres pays qui sont très forts et qui possèdent beaucoup de moyens sur le plan en pétrole et gaz. Non, l'OPEP restera et continuera à travailler et resteront soudés, à part que si la contagion passe. Exactement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que d'autres pays vont suivre le pas aux Émirats arabes unis? Est-ce que c'est possible? C'est possible, madame. C'est pourquoi je dis que c'est possible. Parce que les conditions actuellement sont très difficiles. Et chacun essaye de sauver sa peau. Surtout après la guerre, ils vont s'asseoir à table et calculer
pertes qu'ils ont eues et calculer le temps qu'ils vont économiser pour reprendre le déroulement normal de leur pétrole. Donc, il y aura des règlements de compte après cette guerre. En plus, les Émirats arabes unis reprochent aux autres pays membres de l'OPEP qu'ils ne se sont pas assez défendus contre l'Iran. Et ça, les Émirats refusent ça, et je pense qu'après cette guerre, le monde changera. Oui. Et Alors, si jamais, comme vous venez de dire, d'autres pays prennent la même décision et décident de se retirer, est-ce qu'on pourrait ainsi parler d'une... c'est-à-dire ça va être le début de la faiblesse de l'OPEP et ça va être vraiment la fin de son influence sur les prix mondiaux du pétrole? Oui, madame. C'est exactement ce que vous dites. Et ça, ce sera à l'intérêt des pays comme le nôtre, qui n'ont pas beaucoup de moyens, des pays du tiers-monde ou des pays d'Afrique ou des pays de l'Asie, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont obligés d'acheter au prix imposé. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de prix imposé. Il y aura une concurrence entre les divers pays et M. Trump ne dira plus que l'OPEP, ce sont des voleurs. Oui. Alors, est-ce que... c'est-à-dire si on continue de parler en fait des prix du pétrole partout dans le monde, c'est vrai que, comme vous avez expliqué à plusieurs reprises, même si la guerre s'arrête aujourd'hui, l'influence et les impacts négatifs vont continuer pour plusieurs mois dans l'avenir. Alors comment vous voyez actuellement la situation en ce qui concerne le marché pétrolier mondial? La situation n'est pas du tout bonne ni belle. Et j'ai appris qu'il y a des barils qui se vendent au prix de $150 le baril, à condition d'une livraison immédiate et directe. $150 le baril, à condition d'une livraison immédiate et directe. Nous savons très bien que la Russie maintenant profite de la situation pour vendre son pétrole, mais figurez-vous que la Russie vend le baril de pétrole russe au prix du baril de pétrole de la mer du Nord, le baril Brent, plus $10 en plus. Vous vous rendez compte? Donc, vendent leur pétrole avec un prix plus cher que le produit de Brent de la mer du Nord. C'est sûr que tout le monde profite actuellement. Les États-Unis sont les premiers à profiter de cette guerre, puisque tout le monde demande de se faire fournir du pétrole par les États-Unis. Le problème est le suivant. Les raffineries de l'Asie sont prévues et sont faites pour traiter et raffiner le pétrole arabe. Le pétrole arabe est un pétrole lourd et acide. Or, si maintenant ils veulent changer de fournisseur et se faire fournir le pétrole des États-Unis, c'est un pétrole de schiste. Donc, les raffineries ne sont pas prêtes à recevoir ce genre de pétrole ni à traiter avec. Pour cela, il faut faire beaucoup de modifications dans les raffineries qui va coûter quelques milliards de dollars et qui va prendre quelques mois, moi je ne sais pas combien de mois, pour réaliser ce changement. Ouais. Donc, alors, oui. Alors, Monsieur Victor, en fait, c'est vrai qu'avec cette crise et tout ce qui s'est passé et ses impacts économiques sur le monde entier, certainement, après cette guerre, après la fin de cette guerre, tout le monde va se diriger vers l'énergie, ou les énergies plutôt renouvelables.
et je crois qu'il y aura un grand progrès dans ce domaine partout dans le monde. Et c'est vrai que l'Égypte avait pensé à cela depuis assez longtemps et on a commencé en fait depuis des années et l'État déploie beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie renouvelable également. Vous avez tout à fait raison, madame. Tout n'est pas négatif dans l'histoire. Il y a quand même une partie positive. Comme vous venez très bien de le dire, le monde entier, y compris l'Égypte, se dirige actuellement pour trouver une autre source d'énergie, énergie propre, durable, non polluable. Et l'Égypte a prévu depuis des années dans ses infrastructures la production d'une telle énergie propre. Vous savez mieux que moi que nous avons Penban à Assouan qui produit de l'énergie solaire, le plus grand champ de production d'énergie solaire au monde. Ça d'un côté. Nous avons l'énergie éolienne dans laquelle on investit de plus en plus, qui se trouve à Ain Sokhna et à... Bon, j'ai oublié. Et puis, l'Égypte actuellement a passé plusieurs contrats avec les pays du Golfe, avec la Chine, pour construire des usines pour produire de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est le carburant de l'avenir. Les voitures circuleront avec l'hydrogène vert. Les avions vont voler avec l'hydrogène vert. Les batteries électriques fonctionneront avec l'hydrogène vert. Et ça, nous sommes très capables de le faire. Il suffit d'utiliser le phénomène d'électrolyse, faire passer un courant électrique provenant d'une source propre dans l'eau pour séparer l'hydrogène de l'oxygène. Et là, on obtient l'hydrogène vert. Alors, Monsieur Victor, pour une dernière question, si vous me permettez, si on envisage le scénario le plus optimiste, quand est-ce que cette crise va se terminer selon vous? Écoutez, madame, on voit très bien que les États-Unis sont enlisés dans cette guerre parce que ce n'est pas une guerre à eux. Ils ont été trompés et menés à cette guerre par Israël, qui est sa guerre, effectivement, mais non pas la guerre des États-Unis. Ça, d'un côté. De l'autre côté, M. Trump est en train de subir des grandes pressions de tout le monde, même ses alliés, même son parti, même les démocrates. Tout le monde fait pression sur lui pour arrêter cette guerre. Oui, si jamais c'était ma question en fait, si jamais la guerre s'arrête, on parvient à un accord, quand est-ce que on pourra vraiment, on pourra dire que cette crise énergétique est finie? Tous les experts disent le suivant, que ça prendra presque 2 ans pour revenir au même fonctionnement qui existait avant la guerre. Oui. On prendra presque 2 ans pour réparer la casse, pour améliorer ce qui a été brûlé, pour refaire les marchés, pour y installer les chaînes d'approvisionnement. Il y a tout un scénario qui va prendre apparemment presque 2 ans, malheureusement. Oui. Voilà. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui Victor. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup pour ces explications.